La matinale Tocsin, 7h30, 9h30, Nicolas Vidal. Chers amis, on continue ce matin dans cette matinale Tocsin. Merci d'être avec nous, merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la matinale Tocsin Média. Vous le savez, présenté du lundi au jeudi, je vous le répète, en permanence par Clément Sudiakova. Et le vendredi, c'est moi qui officie, bien entendu, ce matin dans le grand entretien, cette matinale du vendredi. J'ai le plaisir de recevoir l'ami David Engels. Bonjour David, comment tu vas ? Bonjour Nicolas et merci bien pour l'invitation. Oui, ça va bien, mais la situation ici à Varsovie est extrêmement tendue et franchement, c'est vraiment un véritable choc ce qui est en train de se passer depuis quelques semaines. Ben c'est pour ça que je t'invite, parce que c'est une nouvelle fois, les médias français n'en parlent pas. Il se passe des choses à Varsovie, en Pologne, personne n'en parle. C'est absolument un scandale. Donc c'est pour ça que les médias comme nous, qu'on dit indépendants, on est là aussi pour te donner la parole et savoir ce qui se passe du côté de la Pologne, pays que j'aime bien parce que j'en suis quelque peu originaire également et je le connais bien. Pas mieux que toi, mais je le connais bien, j'y suis allé beaucoup, parce que j'ai fait pas mal de reportages sur place. Alors je te présente David, pour ceux qui ne connaissent pas, tu es historien, professeur à l'Institut Zakotny de Poznan, essayiste, un nombreux bouquins, tu as écrit beaucoup en langue allemande, en langue française bien entendu. Ce qu'on peut retrouver de toi, alors un peu plus vieux, c'est Le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine, édition du Toucan, très bonne édition du Toucan. D'ailleurs, mes amitiés à Damien Seriex, celui qui gère ça de main de maître, c'est paru en 2013. Tu as publié aussi Et que faire, vivre avec le déclin de l'Europe à Blue Tiger Media en 2019, et le dernier qui est paru en France, Rénovation Europae 2020 aux éditions du CERF, non moins bonne maison d'édition. Et ce matin, je voulais qu'on parle de ce qui se passe en Pologne, parce que tu as écrit un papier dans mon média Putsch, ouais. Et je voulais vraiment avoir cet entretien, un grand entretien avec toi là-dessus, parce que Donald Tusk est en train de... il a pris le pouvoir, littéralement, mais au sens négatif du terme, Donald Tusk, qui est un fidèle européiste tout de même. Absolument. C'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer ces dernières semaines. Et comme tu le dis, ce qui est presque encore plus incroyable, c'est le silence total des médias mainstream. Pas seulement en France d'ailleurs, en Allemagne aussi. Je crois qu'en Allemagne, je dois être plus ou moins le seul à en parler, non pas d'un point de vue européiste avec toutes les louanges pour Donald Tusk, mais étant un peu plus critique, parce qu'il y a rien en fait, il y a silence radio et c'est incroyable. Parce que ce que nous voyons ces dernières semaines, c'est un renversement de la situation en Pologne qui est absolument inouïe dans l'histoire de la démocratie ces dernières décennies. On a vraiment affaire à une prise de pouvoir et une installation, ou ce que les Allemands appelleraient Gleichschaltung, une mise au pas de la société avec des moyens extrêmement brutaux et ça passe et personne n'en parle, soit c'est le silence, soit même on félicite la Pologne d'avoir retrouvé le chemin vers plus de démocratie et plus d'Europe et donc c'est la Pologne désormais ne fait plus partie du camp des pays traditionnalistes, conservateurs, vraiment chrétiens, ancrés dans une Europe historique, mais est à la pointe malheureusement de ce progrès d'autodestruction. Mais alors, comment on explique déjà, il y a eu des élections, Donald Tusk a été élu concrètement, pourtant me semble-t-il, et je te suis suffisamment sur les réseaux sociaux pour savoir qu'il y a eu des manifestations il y a quelques semaines, quelques mois en Pologne là-dessus. Comment Donald Tusk est arrivé au pouvoir et pourquoi ? Parce qu'on est étonné quand on va en Pologne, franchement. On n'a quand même pas l'impression d'être un pays progressiste. Et loin de moi l'idée d'avoir un avis négatif quand je dis ça, bien entendu. Mais comment c'est possible que cette bande soit arrivée au pouvoir en Pologne ? Alors les gens ont voté, c'est la démocratie, il faut la respecter, et je suis le premier à la respecter. Mais comment ça a été possible ? Tout d'abord, il faut savoir que PiS, c'est-à-dire le pays, le parti qui guidait la coalition précédente, est bien resté le parti le plus fort du pays. Mais Donald Tusk a réussi à créer une coalition de gauche qui va de l'extrême gauche jusqu'au centre droit, centre chrétien-démocrate, si on veut, pour englober à peu près tous ceux qui étaient insatisfaits du gouvernement préalable.
et de se hisser à la tête. Une fois de plus, c'est évidemment pas illégal, c'est le jeu de la démocratie, si on veut, mais ce qui est un grand problème maintenant, c'est que ce nouveau gouvernement, depuis quelques semaines, est en train de tourner le pays sans dessus-dessous, et ce, avec une brutalité inouïe. Juste pour faire part aux auditeurs de quelques-unes des mesures. Donc, l'une des premières, évidemment, c'est la composition du nouveau gouvernement. On a présenté ce nouveau gouvernement comme un meilleur choix pour la Pologne, même pour les conservateurs, en disant que PiS et populistes, ils sont allés trop loin, etc., que même les bons conservateurs devraient se retrouver dans ce nouveau gouvernement. Or, quand on regarde la composition, on voit que tous les postes clés pour l'identité sociale de la Pologne ont été donnés aux partenaires, aux partis Lewica, de gauche, parfois même d'extrême gauche. Et donc, on a en gros l'extrême gauche qui est aux manettes du ministère pour la famille et le social, de l'éducation, de la recherche et de l'égalité. Un nouveau ministère dont on ne sait pas très bien ce qu'il va faire, mais nous, en tant qu'Occidentaux, Européens occidentaux, on a une petite idée de ce que ça pourrait signifier. Donc ça, c'est déjà une première révolution. Là, on a face à des gens qui ont dit d'emblée, on veut réduire les cours de religion au strict minimum, on veut changer les programmes scolaires, on est absolument pour l'avortement, on est contre toute manière d'ingérence de l'Église catholique dans quoi que ce soit d'officiel, mais c'est encore beaucoup pire, parce que juste après, quelques jours même après la rentrée officielle dans le gouvernement, du gouvernement, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement, ou plutôt la majorité parlementaire, a décidé, durant une séance de nuit, de limoger l'ensemble des fonctionnaires des médias publics, donc à la fois la TV, la radio et le service de presse, comme l'AFP, quoi, polonaise, et donc de les jeter dehors du jour au lendemain. Et le jour après, on est venu avec des services de sécurité pour sécuriser les bâtiments, notamment de la TV polonaise, et de carrément couper la chaîne. Donc, on a, pour la première fois depuis la loi martiale, sous le communisme, on a tout simplement couper juste la chaîne, donc plus de TVP, et on a même enlevé tous les documentaires qui étaient critiques du gouvernement Tusk préalable, les enlever comment dire, de la chaîne YouTube et tout ça. Oui. Les archives, on les a supprimés, les archives. Du matériel négatif sur le gouvernement Tusk. Ça a été fait. Et puis, coup sur coup, on a signé l'accord sur la migration, à laquelle la Pologne s'était toujours refusée. Le nouveau président du Parlement a fait faire des selfies avec des migrants illégaux pour montrer désormais la Pologne est ouverte. Des premiers fonctionnaires ont commencé à dépendre des croix, à remettre des drapeaux européens, à enlever des crèches quelques jours avant Noël, en disant ça n'a pas sa place dans un État qui désormais se veut soi-disant laïque. Et on a annoncé en grande pompe qu'on aura une législation pour légaliser en gros le mariage homosexuel, pour banaliser l'avortement, etc., etc. Et maintenant, dernier coup, et c'est un peu pour ça aussi qu'on discute aujourd'hui, il y a le ministre des Affaires intérieures sortant, qui carrément maintenant a été mis en prison. Avec son adjoint. Donc ça, c'est vraiment aussi dans une action très compliquée. On peut peut-être en parler aussi plus tard. Mais en tout cas, là, c'est vraiment le summum que maintenant les chefs du gouvernement préalable, tout simplement, on les met en prison. Donc, ils ont été mis en prison, ils ont été incarcérés. Et on rappelle que c'est un ministre du PiS, on est d'accord. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est le parti justice. L'Intérieur, ministre de l'Intérieur et des services secrets. Et donc, on comprend évidemment l'une des motivations qui est là derrière, parce que c'était celui qui était en charge de la police
de l'administration du service secret. Et donc, évidemment, durant les années qu'il était au pouvoir depuis 2015, enfin 2015, 2019, il a pu évidemment construire certains réseaux à l'intérieur de ces ministères. Et donc là, on voulait décapiter tout à fait ça et donner un signal très fort à l'administration, à la police, aux services secrets, du style maintenant c'est nous au pouvoir et si vous ne faites pas ce qu'on veut, bah voilà, tout simplement on vous met en prison. D'ailleurs, le président avait même accordé l'asile finalement à l'ancien ministre de l'Intérieur. Et donc, dans la nuit de mardi à mercredi, donc la police est entrée de force dans le palais présidentiel pour retirer l'ancien ministre de l'Intérieur pour le mettre en prison. Alors la prison du district, là, à Varsovie, là, actuellement, on voit les photos, est entourée de douzaines de policiers qui font cordon pour protéger la prison, alors qu'à l'extérieur, on a des citoyens qui sont en train de manifester contre cette dérive très claire du gouvernement Tusk. Maintenant, le palais présidentiel est illuminé avec des photos des deux, parce qu'évidemment, le président qui appartient au parti Peace essaye de mettre en avant que là, on a vraiment affaire avec des mesures d'État policier. Donc, la situation est vraiment totalement en train de dérailler. Et une fois de plus, des médias français ou allemands, on n'entend rien. Ouais, c'est absolument incroyable parce que c'est vrai que ce qui se passe en Pologne et c'est bien que tu es en duplex de Pologne, toi, concrètement, je ne l'ai pas précisé, mais tu es en duplex de Varsovie. Il faut le savoir, c'est toujours intéressant parce que tu es vraiment sur place et tu connais bien ces sujets, surtout tu le vis puisque ça se passe dans le pays dans lequel tu vis. Mais c'est la question que j'avais envie de te poser. Une nouvelle fois, pour connaître la Pologne, connaître ce peuple-là, connaître son histoire extrêmement compliquée, ce pays a été rayé de la carte je ne sais combien de fois. Je me dis, mais est-ce qu'il y a des mobilisations populaires d'ampleur? On pourrait imaginer que des millions de Polonais, à un moment donné, sortent dans la rue pour essayer d'au moins contester, au moins. Oui, il y aura une grande manifestation, en effet, le vendredi 12, qui a été annoncée. Mais ce qu'il faut savoir, moi je suis ici sur place depuis 5 ans et j'ai quand même vu, presque bientôt 6 ans, et j'ai quand même vu tout doucement, enfin pas tout doucement, plutôt une accélération de l'auto-occidentalisation, dans le mauvais sens, de la Pologne. Et malheureusement, je l'ai vu chez mes étudiants, je le vois dans la rue, je le vois quand je me balade dans les grandes villes. On voit bien que ça ressemble de plus en plus à ce qu'on peut trouver en France ou en Allemagne. Les gens sont habillés de la même manière, les jeunes sont tous sur leur smartphone, sont habillés comme les autres, ont les mêmes intérêts que les autres. Je le vois dans mes étudiants, même dans des petites académies, les réponses, c'est de plus en plus du politiquement correct, tout craché. Donc, malheureusement, ça évolue vite. On peut même le voir non seulement dans les comportements électoraux, mais aussi notamment dans les facteurs comme la fréquentation des églises, qui est en chute libre en quelques années à peine, un peu comme en Irlande, où on voit aussi qu'un pays jadis réputé archi-chrétien, archi-catholique, est en train de se distancier de la tradition. Et malheureusement, ça se passe relativement vite. Mais évidemment, grâce à l'aide de l'Occident. Parce qu'on est ici, on est littéralement bombardé de propagande, de propagande européiste, politiquement correcte, de partout. Donc, les médias ici en Pologne appartiennent en très grande partie, la vaste majorité soutient la gauche libérale, si on veut dire, ou les libéraux de gauche. Finalement, le gouvernement préalable n'avait pas réussi, ça faisait faire partie de ses faiblesses, à monter des médias privés, mais de droite. Donc, ils ont dû se baser très fortement sur les médias publics qu'ils pouvaient du moins partiellement contrôler grâce à leur place dans les conseils d'administration, qui permettaient de nommer certains directeurs ou certains journalistes. Donc, c'était un peu la seule possibilité pour les conservateurs de faire passer leur message. Et c'est justement pour cela
qu'à peine quelques jours après la prise de pouvoir de Tusk, justement, cette chaîne-là ait été totalement coupée, tout le personnel directeur remplacé pour justement enlever toute possibilité de communication à la droite polonaise. Et donc voilà la situation, et je crains que ça va aller en s'accélérant parce que, hélas aussi, d'un point de vue conservateur en tout cas, le PiS n'a pas réussi en ses 8 ans au pouvoir de mobiliser la jeunesse, de rendre le message de conservatisme ou de droite attractif à la jeunesse. Donc son électorat était essentiellement un électorat relativement âgé aussi. Disons au niveau de la manifestation et du futur de la droite ici en Pologne, je deviens relativement pessimiste, malheureusement, pour les années à suivre. Probablement, et c'est ça un peu aussi la leçon que moi je tire de mes années ici, en dépit de tout ce que j'avais espéré, probablement la Pologne veut et va traverser le même processus, même en accéléré, qu'a connu l'Europe occidentale avant de pouvoir réaliser ce qui se passe et prendre un autre chemin, malheureusement. Mais quand on t'écoute, c'était absolument édifiant ce qu'on entend ce matin. Et merci David. On verra d'ailleurs, on se tiendra au courant pour voir comment s'est passée cette manifestation, parce que je me dis que c'était le 12, donc c'est aujourd'hui, vendredi 12 janvier. On va voir ce qui va se donner là-bas en Pologne. J'ai envie de dire aussi, il faut en parler, Donald Tusk, c'est pas un inconnu. Pour les gens qui suivent la politique européenne, il n'est pas inconnu, Donald Tusk. Il est dans les arcanes de l'Union européenne depuis un certain temps. Il est influent, il a été poussé. Donc, est-ce qu'on peut y voir aussi la main de Bruxelles derrière, ou du moins de l'oligarchie européiste, progressiste, wokiste, qui, à un moment donné, a essayé d'infiltrer, et est parvenu, me semble-t-il, mais tu vas nous dire, à infiltrer l'État polonais, tout simplement. Oui, oui, tout à fait. C'est très clair que la gauche, en tout cas les libéraux polonais, sont très bien connectés avec les élites européennes et surtout allemandes, qu'il y a une pression immense, surtout venant de Berlin et de l'Allemagne, pour que la Pologne revienne finalement dans le camp de la bien-pensance. Pourrait-on dire, Donald Tusk est évidemment quelqu'un de relativement influent, vu qu'il avait été aussi le président du Parti populaire européen, qu'il a été président aussi du Conseil européen, ou l'Europe, donc c'est quelqu'un qui est quand même qui a ses marques, qui sait jouer sur le clavier de l'Union européenne, et qui arrive ici avec la mission très claire, c'est-à-dire de ramener la Pologne à la raison. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, à l'exception maintenant de l'Italie, et on voit bien comme l'Italie peine de réaliser tout ce qui a été promis par le gouvernement, mais est très 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 prudente de rentrer en opposition avec Bruxelles. Mais donc, à l'exception de l'Italie, la Pologne, c'est le seul grand pays européen à affronter Bruxelles. La Hongrie, évidemment, est très bien connue parce qu'elle fait une très bonne presse, mais évidemment, avec dizaines de millions d'habitants, la Hongrie ne fait pas le poids. La Pologne, elle fait le poids. La Pologne, elle dérange. La Pologne, elle, à la fois le marché, le hinterland et l'endroit de fabrication de l'économie allemande, donc une très grande interdépendance. Comme tu te rappelles, il y avait aussi cette demande de réparation aussi de la part du PiS, concernant tous les dommages occasionnés par l'Allemagne nazie, qui n'avaient jamais été finalement remboursés d'une quelconque manière durant ces dernières décennies. Et donc, évidemment, la Pologne, c'est vraiment devenu une épine dans le pied à la fois de Berlin et de Bruxelles, et la mission de Tusk, c'est évidemment très 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 clair de changer cette situation. Et d'ailleurs, il y a déjà eu le paiement préalable, parce que, comme les auditeurs se rappelleront peut-être, les aides Covid, des milliards et des milliards d'euros, n'avaient jamais été payés à la Pologne, en disant que voilà, il y a cette situation prétendue de l'état de droit,
assuré en Pologne. Et donc, Comme on a en les Hongrie, David. Comme en Hongrie, c'est la même histoire que la Hongrie, c'est pareil. Exactement. Avec maintenant le fait que ce méchant gouvernement de droite, donc qui n'a pas respecté l'état de droit, ben, on lui a accordé ces aides. Quelques jours avant la fin Oui. du gouvernement provisoire. On a attendu les élections parlementaires pour être sûr qu'il n'allait pas être au pouvoir. Et durant les derniers jours du gouvernement provisoire Morawiecki, on a dit on vous félicite maintenant d'avoir fait tellement d'efforts pour restituer l'état de droit. Maintenant, tout est bon. Et voilà, les milliards vont être payés. Il y a cette photo même qui montre Madame von der Leyen avec Morawiecki, qui elle a un grand sourire, je dirais presque sardonique et sadique, et on voit Morawiecki à côté qui a une tête comme ça, parce qu'il se rend évidemment compte qu'il est humilié devant la scène publique. Et donc évidemment, tous ces milliards qui vont venir maintenant, ben, qui en profitent, c'est évidemment le gouvernement russe qui maintenant va pouvoir dépenser les largesses européenne et voilà, s'assurer sa clientèle. Donc, comment est-ce qu'on dit blackmailing Ouais, la liste noire, non? Voilà, il s'agit vraiment d'un genre de pression assez incroyable qu'a exercé l'Union européenne sur ces élections pour vraiment être sûr de pouvoir se débarrasser de ce gouvernement. Donc c'est assez édifiant et moi j'ai une grande peur pour le futur parce que cette idée-là, c'est-à-dire on arrive au pouvoir et on fait table rase, on s'en fout, pour ainsi dire, on s'en fiche de la Constitution, on coupe la TV, on limoge l'entièreté de l'élite, on met les gens en prison, on change toute la législation, on fait tout ça en à peine quelques jours. Et bien là, maintenant, on a vraiment un cas de précédence très dangereux pour notre futur européen, parce qu'il est à craindre que, voilà, s'il y a un changement de ce style-là, un jour, dans un autre pays, que ce soit vers la droite ou vers la gauche, qu'on se dise, ben voilà, ça a été fait là, il n'y a pas eu de fin du monde qui s'est passé, donc nous, maintenant, on va faire la même chose. Donc il y a vraiment un risque d'escalation dans les mesures et dans l'instrumentalisation des moyens du pouvoir démocratique. Et moi, je crains que ce qui se passe ici en Pologne, ce sera un peu voilà, que ça puisse devenir le mode d'emploi pour d'autres transitions, que ce soit vers un sens ou vers un autre. Et j'ai très peur, évidemment, pour la Hongrie actuellement, en me disant que là, il y a une très grande pression qui est déjà là, et on peut s'attendre aussi, pour une raison ou pour une autre, le gouvernement hongrois devait vaciller, et puis Orban n'est qu'un être humain mortel, un coup d'une foule est vite parti, de nos jours il faut s'attendre à tout, que là aussi on pourrait avoir un changement de régime absolument inouï, presque d'un jour à l'autre. Donc nous rentrons vraiment dans des temps très 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 dangereux d'un point de vue politique. Oui, et c'est étonnant, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on le voit, on voit l'accélération, on voit la révision des traités européens qui est en cours aujourd'hui pour faire de Bruxelles un super exécutif. On le voit en France aujourd'hui, les députés ici votent et ils sont même pas un tiers de l'Assemblée et ils votent des trucs qui vont nous engager pour 60 ans, comme le référendum violet en France. Donc on se rend compte qu'il y a quand même une accélération. Tu le dis en Pologne, mais en France c'est pareil, on voit bien qu'il y a une accélération de fédéralisme et finalement de mise au ban totale de la démocratie. Et c'est pour ça que je te reçois ce matin. Merci d'être là, David, pour nous éclairer là-dessus, sur ces questions. On va en continuer à parler. Il nous reste encore un peu de temps. Il nous reste 10 grosses minutes pour en parler. Et merci d'être là ce matin dans ce grand entretien. N'hésitez pas à partager, vous le savez. Partagez, parce que c'est édifiant ce que dit David Engel ce matin. Franchement, je crois qu'on est Toxin et Pout, on est les seuls à parler de cette situation. Il faut absolument que ça résonne dans les foyers français. Partagez cette vidéo et l'analyse de David Engel, qui est historien, professeur à l'Institut Zakonny de Poznan, essayiste avec plusieurs livres. Je vous les redonnerai en fin de grand entretien. Là-dessus, une question, David. Je voulais qu'on revienne sur l'accession de Donald Tusk. Finalement, est-ce qu'il y a eu une abstention ou pas? Est-ce qu'on connaît à peu près les votes? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas allés voter? Ou est-ce que le vote polonais a été largement modifié en fonction de l'effondrement de cette droite conservatrice, même de ce conservatiste polonais, sans parler de droite et de gauche pour le coup, hein?
Oui, oui. Bah, c'est-à-dire il y a eu, contrairement à la France, par exemple, une participation record D'accord. à ces élections. Ouais. Donc, je crois que depuis la chute du communisme, on n'a jamais vu une participation électorale tellement massive, notamment de la part des femmes, qui ont voté en grande majorité plutôt pour la gauche que pour la droite. La raison est très simple, évidemment, le gouvernement Kaczynski avait fait l'erreur, il faut le dire, à pousser son idéalisme anti-avortement trop loin, à vraiment vouloir réduire encore plus les possibilités d'avortement dans une législation qui était déjà très, très, très forte Contraignante, à ce ouais. sujet-là, contraignante. Donc il y a eu un certain, je crois, idéalisme chrétien là derrière, mais qui finalement a créé une telle insatisfaction de la part de la gente féminine en Pologne qu'il y a eu cet engagement. Mais en même temps, ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que, et c'est probablement encore plus important, ça fait depuis 8 ans que les Polonais lisent, entendent partout, que ce soit en Pologne ou autre part, qu'ils vivent dans une dictature cléricale fasciste, que l'état de droit serait bafoué, que les homosexuels ne peuvent pas rentrer dans les rues, que les immigrés sont battus, enfin des machins absolument incroyables et tirés par les cheveux, littéralement, mais ils vivent avec ça. Et ils vivent aussi avec cette pression bruxelloise à une époque où, certes, la Pologne ne se porte pas trop mal, mais elle souffre beaucoup de l'inflation. Ici, l'inflation est extrêmement haute. Et donc, elle aurait vraiment besoin aussi des aides européennes qui lui appartiennent de droit, finalement, et qui sont, on dit ça très rarement, aussi les contreparties pour la mainmise absolument incroyable du capital occidental sur l'économie polonaise. Hein. Ici, quand tu traverses la Pologne, ben, quand tu fais tes courses, tu les fais chez Auchan, chez Leroy Merlin, chez Carrefour. Enfin, ou alors chez Lidl, chez Kaufland. C'est assez déstabilisant pour un Français qui vit en Pologne. Effectivement, il retrouve toutes ces marques. À part que c'est écrit en polonais, sinon on est comme ça, comme à la maison. Hein. Les seules marques que tu ne trouveras pas ici, c'est les marques polonaises, en fait, parce qu'il n'y a pas d'industrie polonaise indépendante. C'est-à-dire, depuis la chute du communisme, toute l'industrie polonaise a été bradée et a été rachetée par le capital européen occidental. Et donc, au fond, les subsides qui arrivent ici, certes, servent aussi à l'infrastructure, il ne faut pas le nier, mais en gros, ce qui est gagné grâce à ces subsides-là revient chez les actionnaires et surtout chez les grandes entreprises multinationales françaises, allemandes, etc., etc. Et donc, en coupant les subsides européens, tout en gardant la mainmise du capital occidental sur la Pologne, c'est évidemment quelque chose de très grave pour l'économie polonaise. Et donc, ça aussi, ça a ajouté une pression immense. Il y a beaucoup de choses que l'État ne pouvait tout simplement plus payer. Et les gens ont eu peur. Ils se sont dit, voilà, est-ce qu'on va encore faire ça 4 ans? Est-ce qu'on va vraiment vouloir souffrir tout cela? Et donc, ça a créé une pression où, visiblement, toujours le PiS a été le parti le plus fort, ce qui est assez unique dans l'histoire polonaise, où un parti gouvernemental, après deux périodes de législation au pouvoir, reste le parti le plus fort, mais néanmoins pas assez fort pour diriger seul. Et ses partenaires potentiels ont évidemment préféré travailler plutôt avec tous, parce que là, on avait l'assurance que l'argent allait venir à flot et que les médias allaient les célébrer comme ceux qui aident, qui sauvent la démocratie en Pologne, que de s'associer au PiS et de savoir qu'il y aura toute cette pression européenne qui vient. Je crois que tout ça mis ensemble, avec l'occidentalisation grandissante des jeunes et l'influence massive de la civilisation Netflix sur les cerveaux des gens, ça a créé ce momentum qui a mené à la chute de la droite ici. Mais c'est édifiant une nouvelle fois ce que tu nous dis, parce que on le voit bien, d'ailleurs, quand tu racontes, et tu racontes, tu ne fais que décrire ce qui s'est réellement passé, notamment dans ces médias. Imaginez-vous, braves gens,
des forces de sécurité qui arrivent dans les médias publics pour virer tout le monde et mettre et couper l'antenne, couper le faisceau et mettre à la place d'autres personnes. Je veux dire, ça flaire bon quand même l'Union soviétique. Franchement, Voilà. franchement. Faudrait imaginer, Marine Le Pen arrive au pouvoir, Ouais. 2 jours après, France Inter fini, France Info fini. Hop. voilà, ils vont là, ils coupent, ils enlèvent tous les documentaires négatifs par rapport au Front ou au Rassemblement national. Et voilà, il y a eu même des parlementaires polonais qui ont essayé d'aller de loger même dans le bâtiment de TVP pour le protéger par leur présence physique en tant que personne inviolable. Et il y a des images où on montre les forces de sécurité qui tirent les parlementaires en dehors des bureaux et des cordons de police autour pour sécuriser le périmètre. Donc c'est absolument incroyable. Et aussi cette histoire du ministre de l'Intérieur incarcéré, parce que ce qu'on dit pas, c'est qu'on lui reproche soi-disant un cas de corruption. C'est ça qu'on voit parfois dans les médias, que le gouvernement préalable aurait protégé un homme politique accusé de corruption, mais cette soi-disant accusation de corruption, ça relève en fait du fait quand le ministre en question, M. Kaminski, avait été chef du bureau anticorruption, il avait décelé un cas de corruption dans le gouvernement, il avait décelé que l'ancien ministre de l'Agriculture se laissait vendre, enfin s'était fait acheter. S'était fait acheter, et donc il avait créé une situation où on pouvait l'attraper avec les mains dans le sac, pour ainsi dire. Et c'est cette situation-là que on juge après coup, ou que le gouvernement Tusk préalable avait jugé comme étant illégal, vu qu'on avait créé cette situation qui permettait d'attraper ce ministre de l'Agriculture les mains dans le sac. Et donc on a vu, voilà, finalement Kaminski lui-même a été corrompu par le gouvernement en question pour virer le ministre de l'Agriculture. Donc c'est un retournement total, c'est-à-dire une situation qui a permis à déceler un cas de très haute corruption au sein du gouvernement. Le fait d'avoir fait ça a été retourné par le gouvernement Tusk pour permettre donc l'incarcération. Et le président polonais avait gracié, avait fait arrêter avec ses droits constitutionnels cette procédure, mais le gouvernement actuel s'oppose à la fois au veto présidentiel, au jugement de la Cour constitutionnelle et à un jugement du tribunal suprême polonais, en disant que tout cela ne compte pas, que c'est lui qui va le mettre en prison, et que si le président continuerait à protéger cet ancien ministre de l'Intérieur, eh bien le président lui-même pourrait également être de fait destitué de ses fonctions et mis dans une cellule. C'est ce que Tusk a annoncé. Donc il faut transférer ça dans la situation française avec des équivalences et s'imaginer ce que la presse mondiale dirait si ça se passait en France ou en Allemagne. Mais ça se passe ici en Pologne et on n'entend pas, pour ainsi dire, parler. L'Union européenne fait sourde oreille et les médias, ça c'est comme dernier élément, en Allemagne, tu as même des journaux qui ouvertement disent si Tusk a besoin d'instaurer un régime autoritaire pour quelque temps, pour restituer la démocratie, même en la bafouant, eh bien, voilà, c'est la seule possibilité s'il ne veut pas devenir... s'il ne veut pas perdre son propre pouvoir. Donc, on est prêt, ouvertement, on dit violer la Constitution, ériger un genre de régime autoritaire pour quelques mois, pour remettre tout en place pour que ce soit aussi démocratique que le veut Bruxelles. Voilà, donc c'est vraiment une invitation à faire en gros ce qu'il veut. On ne va pas le déranger, et à la fin, on va se dire c'était peut-être pas génial, mais au moins la Pologne est de nouveau sur la bonne voie. C'est absolument incroyable. Je pense que là, en Pologne, c'est le laboratoire du vrai visage du progressisme européiste. Véritablement, on le dit souvent que Bruxelles est tout sauf démocratique, et je pense que ce que vous vivez en plein en ce moment, je pense que c'est le vrai visage de l'Union européenne. Véritablement. Et c'est hallucinant. Il faut vraiment partager cette émission et l'analyse qu'a David Engels, vraiment partager et prenez-en conscience.
et partager cette vidéo. Alors, une dernière question, parce qu'on a largement dépassé le temps. Cher David, je veux pas te lâcher quand même avant que tu me donnes ton avis sur ce qui se passe en Allemagne avec les agriculteurs. Je sais que, dis-moi, parce que j'ai quand même l'impression de France que c'est quand même assez massif, ça dure, c'est-à-dire ça commence. Il y a un point d'orgue qui sera donné le 25 janvier, notamment à Berlin, à converger à Berlin. Il y a les cheminots aussi qui sont en grève, plusieurs autres professions. On voit des soutiens populaires dans certaines vidéos qui sont assez avérés. Est-ce que toi, tu penses que c'est le retour du peuple allemand qui se fait et peut-être que ça peut contrebalancer en fonction de ce qui se passe en Pologne, sans toucher la politique de la Pologne, mais peut-être que Bruxelles est en train les gens sont en train de se réveiller sur la politique bruxelloise. Partiellement, peut-être, oui, surtout dans l'Est de l'Allemagne, évidemment. Dans l'Est, il y a aussi le parti AfD, qui, dans certains Länder, est maintenant le parti de loin le plus fort et qui est le parti autour duquel s'organise un peu cette résistance. Donc peut-être dans l'Est du pays, mais je reste modérément sceptique par rapport à tout cela, parce que l'Allemagne, idéologiquement, est toujours largement dominée par cette peur du conservatisme, qui est la droite, qui sont des fascistes, qui sont des nazis, qui sont des négationnistes. Donc, dès qu'on a une position qui n'est pas d'extrême gauche, on est déjà au fond un nazi. Et donc, la presse allemande, aussi me concernant, quand on a des positions parfaitement à la limite, presque centristes, on est déjà considéré comme d'extrême droite. Et donc, ça fonctionne encore en Allemagne. En France, j'ai l'impression qu'on est au-delà. On ne croit pas, tout simplement, que quelqu'un qui est considéré de droite est fondamentalement quelqu'un que sais-je. Mais en Allemagne, ça fonctionne encore. Donc je reste sceptique, je ne crois pas en des élections préalables, mais ça se pourrait que dans les élections régionales de certains Länder, on verrait le AfD émerger comme le parti non seulement le plus fort, mais peut-être même à la majorité même absolue. Et c'est pour ça aussi que justement il y a maintenant cette discussion sur une éventuelle dissolution de force de la AfD comme étant un parti inconstitutionnel d'extrême droite. C'est dans l'ordre du possible. Et donc on voit déjà maintenant qu'on essaye dans les médias de systématiquement mettre les fermiers du côté de l'extrême droite, essayer de les décrédibiliser, déstabiliser par ce moyen. Mais on voit en même temps une très grande manifestation de la population qui est très mécontente du gouvernement actuel, mais qui élève cette question paradoxale. Il y a beaucoup d'opposition au gouvernement, mais on se pose la question, qui l'a élu finalement? C'est toujours pareil. En tout cas, merci beaucoup David. C'est intéressant ce que tu dis parce que les médias français n'en ont pas parlé. Ils ont été obligés de faire des brèves rapides, parce qu'il y avait une pression des réseaux sociaux ici en France et des vidéos qui ont des centaines de milliers de vues. On est quelques-uns à les partager. Elles sont très vues. Certaines que je publie sur mon compte Twitter sont à 300 ou 400 ou 500 000 vues, voire plus, en global. Et on se rend compte que certains disent, comme tu l'as dit très justement, que oui, vous comprenez, il y a quand même un relent d'extrême droite derrière ces manifestations. Et c'est le même traitement qui a été imposé aux Gilets jaunes en France. Oui, il y a des extrêmes droites, des fascistes, des islamophobes derrière. Donc, on délégitime manifestement la révolte populaire. En tout cas, on verra bien ça. Merci David de nous avoir éclairé ce matin véritablement sur cette situation absolument effrayante et édifiante en Pologne. Suivez, si vous êtes sur Twitter, David sur Twitter, David Neguel sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, vous aurez quand même une belle vision. Et lisez ses livres. David Neguel, tu es historien, professeur à l'Institut de Poznan, très belle ville d'ailleurs, et essayiste, le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine, édition du Toucan, c'est paru en 2013. Que faire? Vivre avec le déclin Europe, Blue Tiger Media 2019 et Rénovation Europae 2020 aux éditions du CERF. Procurez-vous les livres de David Neguel. Merci David. Je te souhaite une excellente. C'est normal. On est très heureux de t'avoir reçu. On te recevra encore. Merci beaucoup. Allez, nous on continue. Allez, bonne journée David. Salut. Salut, à la prochaine. Salut Nicolas.
Voilà pour cette interview de David Engel. J'espère qu'elle vous a passionné. Moi, en tout cas, c'est un sujet qui me passionne et je voulais vous le faire partager. C'est aussi ça, le journalisme, c'est vous faire partager des sujets dont on ne parle absolument pas, avec des décryptages et des choix d'éditorialistes et d'intellectuels qui, véritablement, sont dans des paroles discordantes. Vous le savez, c'est aussi l'ADN de Toxin depuis son lancement. En tout cas, moi, je suis très content puisqu'on est pratiquement 81 000 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est absolument colossal pour cette jeune matinale qui s'est lancée sous la direction de l'ami Clément Soudiakova. Cette matinale se termine ce matin, parce que Didier Mesto n'était pas disponible pour faire sa chronique Opéra Rock, donc on lui passe le bonjour à l'ami Didier Mesto. On le retrouvera la semaine prochaine, bien entendu. Il est déjà tard et je mobilise les équipes bien au-delà de ce que je devrais faire. En tout cas, merci à eux, merci à la régie, merci à ceux qui m'ont permis de réaliser cette émission, bien entendu. On se retrouve, mais nous, on va se retrouver. Vous retrouvez la matinale Toxin dès lundi matin, 7h30, avec l'incontournable Clément Soudiakova. D'ici là, n'hésitez pas à regarder tous les replays sur notre chaîne YouTube de toutes les émissions. Beaucoup d'émissions sont mises en ligne tous les jours, donc n'hésitez pas à partagez-les, c'est extrêmement important. Et moi, vous me retrouvez jeudi prochain pour mon édito politique à 8h, et puis vendredi prochain pour la matinale de Toxin. D'ici là, prenez soin de vous, continuez à être de vrais citoyens, informez-vous, et bien entendu, je vous souhaite un excellent week-end, chers amis. À très bientôt.